Bonjour à tous, nous allons retracer une affaire, un retour dans le passé où l'irrationnel trouve sa place au point d'en devenir une sérieuse hypothèse. Disparition inquiétante, phénomène inexpliqué ou encore mort effrayante, certaines affaires sont restées sans explication, même après plusieurs années d'enquête. Aujourd'hui, je vais revenir sur 5 disparitions mystérieuses et très étranges survenues dans une seule et unique zone des États-Unis d'Amérique. Installez-vous confortablement car vous allez plonger dans l'univers d'un nouvel épisode d'Enigma. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans l'État du Vermont. Le Vermont se situe au nord-est des États-Unis dans la région de la Nouvelle-Angleterre, à la frontière avec le Canada et plus précisément le Québec. Le Vermont est l'un des États les plus ruraux et les moins peuplés des États-Unis. Burlington, une petite ville de 10 000 habitants au sud-ouest du Vermont, jouxte le mont Glastonbury, dont l'altitude atteint 1142 mètres. Couvert de forêts denses, le mont Glastonbury, qui fait partie des Appalaches, est considéré comme l'un des endroits les plus sauvages des USA. 12 novembre 1945. Middy Rivers, 75 ans, est un guide de chasse avec une très bonne condition physique pour son âge. Rivers guide 4 chasseurs de cerfs dans la montagne, et vers 16 h, Rivers dirige le groupe vers le lieu de campement. Arrivé à un endroit appelé El Holo, le trou de l'enfer, Rivers prend de l'avance sur les autres, mais ce n'est pas très grave, puisque les autres pensent le rattraper au campement. Mais en y arrivant, ils se rendent compte qu'il n'y est pas. Après l'avoir cherché sans retrouver la moindre trace, ils alertent les secours qui lancent une énorme opération de recherche et sauvetage sur le mont Glastonbury. Beaucoup de citoyens participent à cette opération, aidés par la police, mais aussi la garde nationale qui est l'armée de réserve et même des Boy Scouts. Au lancement des premières recherches, les autorités sont plutôt confiantes puisque Rivers connaît très bien le mont Glastonbury. Il a toujours vécu dans cette région, et s'il y a bien une personne capable de survivre la nuit, c'est bien lui. Seulement, plus personne n'aura de ses nouvelles. Durant 3 jours, on recherche intensivement Rivers, mais toujours aucune trace. La seule chose qui a été trouvée, c'est une cartouche non percutée au fond d'un ruisseau que Rivers aurait pu faire tomber en se penchant pour boire. Mais rien ne prouve qu'elle lui appartient, ni qu'elle n'était déjà là avant sa disparition. Personne n'a compris ce qui a pu arriver à Rivers. Il est compliqué de penser qu'il ait pu s'égarer puisqu'il connaît la région comme sa poche. Même s'il avait été victime d'un malaise ou d'un accident mortel, on aurait forcément retrouvé son corps. Il est aussi compliqué de croire en l'attaque d'un animal sauvage, on aurait forcément retrouvé des traces de lutte pour la survie, que ce soit du sang, des morceaux de chair ou ne serait-ce que des vêtements. En plus, il avait avec lui un fusil. S'il s'en était servi, ses équipiers auraient entendu des coups de feu ou même des cris. Pour revenir à l'hypothèse où il se serait égaré, il aurait pu s'en servir comme moyen de signalisation en tirant en l'air pour alerter ses partenaires, mais aucun chasseur n'a déclaré avoir entendu quoi que ce soit. L'affaire est restée non élucidée. Cette disparition aurait pu être considérée comme un banal fait divers, mais l'année suivante, une autre disparition dans ce même secteur va faire beaucoup parler. 1er décembre 1946. Paula Weldon, jeune femme de 18 ans, est la 4e fille de William Archibald Weldon, un riche industriel du Connecticut. Elle est à ce moment étudiante en 2e année à Bennington, où elle se passionne pour l'art et la biologie. Paula travaille alors à mi-temps au réfectoire, en plus de ses études. Ce dimanche 1er décembre 1946, Paula s'occupe du service du midi au réfectoire, puis elle retourne à la résidence universitaire où elle partage sa chambre avec une autre étudiante, Elizabeth Johnson. Selon sa colocataire de chambrée, Paula a l'air préoccupée, au point de ne pas être d'humeur à travailler ses cours. Elizabeth lui propose alors d'aller faire une balade, puisque Paula est inscrite au club de randonnée de l'université. Paula est emballée par cette idée et demande à d'autres étudiants de l'accompagner, mais aucun n'est disponible. C'est Thanksgiving et il n'y a pas grand monde au campus, la plupart des étudiants sont rentrés pour passer le week-end en famille. Paula prévient alors Elizabeth qu'elle part se promener seule sur le Long Trail, un sentier de randonnée où le départ n'est seulement qu'à quelques kilomètres. Paula compte y aller en autostop. Le Long Trail est une section du célèbre sentier des Appalaches qui coupe le Vermont à la verticale et passe à proximité du sommet du mont Glastonbury.
Avant de partir, Paula se change et enfile un jeans, des baskets et une parka rouge avec une capuche en fourrure. Le règlement du campus oblige les étudiants qui prévoient de rentrer après 23 heures à signer un registre au moment de leur départ. Paula ne le signe pas puisqu'elle compte rentrer bien avant le couvre-feu. Danny Fager, le propriétaire d'une station-service en face de l'université, déclare apercevoir Paula quitter le campus à 14h25. Vers 15h, Paula fait de l'autostop jusqu'au départ du Long Trail. Louis Knapp, un habitant de Woodford, une petite ville voisine, la transporte sur la route d'État numéro 9 et la dépose à 4 km du Long Trail. Selon Knapp, elle a somnolé durant tout le trajet. Paula finit la route à pied jusqu'au départ du sentier et entre 15h et 16h, des personnes qui reviennent de randonner la croisent sur Harbour Road. Paula demande même à certains si le Long Trail est encore loin et où est-ce qu'il mène. Les randonneurs lui font même la remarque qu'elle n'est pas suffisamment couverte, en plus elle n'a pas pris d'eau ni de nourriture. Paula s'éloigne au fond du sentier, même s'il commence à faire tard et qu'il ne reste qu'une heure avant le coucher du soleil. Un couple de personnes âgées qui marchent à une centaine de mètres derrière elle la voit tourner à un angle du sentier. Quand ils arrivent à leur tour à ce virage, ils ne l'aperçoivent plus, elle a disparu. Il est à ce moment 16h. Dimanche soir, il commence à faire tard. Elisabeth, sa colocataire, ne s'inquiète pas et se dit qu'elle a pu finir sa soirée avec des amis sans respecter le couvre-feu de 23h. Elisabeth ne veut pas lui attirer d'ennui et ne signale pas son absence. Mais lundi matin, Paula n'est toujours pas rentrée et Elisabeth prévient la direction de l'université. L'établissement est alors fouillé, mais aucune trace de Paula. Le directeur appelle alors les parents de Paula dans le Connecticut pour savoir si elle est rentrée à la maison. Mais ses parents ne comprennent pas et William, son père, se rend directement dans le Vermont. De son côté, la police locale, le chef du comté, commence à enquêter sur la disparition. M. Weldon fait marcher ses contacts pour faire venir la police d'État du Connecticut puisqu'il n'y en a pas dans le Vermont. La police du Connecticut est considérée comme la meilleure force de police des États-Unis à l'époque. Un maximum de moyens sont déployés et des centaines d'hommes prennent part aux recherches. L'université ferme ses portes plusieurs jours pour que le personnel et les étudiants puissent aussi participer aux recherches. Pour la première fois, on utilise un hélicoptère pour rechercher une personne disparue dans le Vermont. Pendant 2 semaines, le Long Trail et les sentiers annexes sont totalement ratissés. La forêt est totalement fouillée jusqu'au mont Glastonbury, 16 km plus au nord, mais toujours aucune trace de Paula. Aucun indice que ce soit le corps, des vêtements ou même des empreintes au sol. Et pourtant, elle portait un parka rouge repérable de loin malgré la neige, puisqu'il a neigé le premier soir des recherches. Cette affaire commence à faire le tour des États-Unis au point que le New York Times suit cette affaire de très près. Le gouverneur du Vermont fait même appel au FBI qui promet une récompense de 5 000 $ à quiconque fera avancer l'affaire et permettra de retrouver Paula vivante. Mais toujours rien et les méthodes de recherche commencent à être critiquées. Le shérif est même pointé du doigt car des erreurs grossières apparaissent. Rien des 10 premiers jours d'enquête n'a été conservé. Passé le choc de la disparition, l'incompréhension s'installe. L'hypothermie est la cause numéro 1 des disparitions. Paula aurait pu mourir de froid puisque la température est négative à cette époque de l'année dans le Vermont. Si on n'a jamais retrouvé son corps, ça pourrait être dû au phénomène d'enfouissement terminal. En cas d'hypothermie sévère, le dernier réflexe de survie d'un être humain est de s'enterrer ou de s'enfuir sous des feuilles pour se réchauffer. C'est pour cette raison qu'on n'aurait jamais retrouvé son corps. Cette théorie semble difficilement envisageable. Vu les énormes opérations de recherche menées, les secours auraient dû au moins retrouver son corps. Elizabeth Johnson a déclaré à la police que peu de temps avant sa disparition, elle s'était disputée avec son père au sujet d'une relation sentimentale. A priori, Paula aurait rencontré quelqu'un et que William Weldon aurait refusé cette liaison. Ça serait pour cette raison que Paula n'aurait pas passé Thanksgiving avec sa famille et Paula a peut-être retrouvé son petit ami au Long Trail avant de quitter le pays pour le Canada et mener une autre vie. Mais certains points contredisent cette théorie puisque c'est Elisabeth qui a proposé à Paula de se promener, d'autant plus que Paula a cherché de la compagnie pour l'accompagner en randonnée. Et pour finir, Paula n'a rien emporté avec elle.
Paula aurait bien pu être victime d'un meurtre et le corps aurait pu avoir été enterré. Mais ça semble compliqué vu que les sols étaient gelés à ce moment de l'année. Mais une autre théorie persiste, peut-être que Paula a bien effectué sa randonnée et qu'elle est tentée de revenir à l'université en autostop. Il était tard, peut-être qu'elle est tombée sur une personne aux mauvaises intentions et que la zone de recherche n'était tout compte fait pas la bonne. Au final, la disparition de Paula Weldon aurait été un très grand mystère puisqu'elle n'a jamais été élucidée. La seule chose positive est que cette affaire aurait conduit à la création de la police d'État du Vermont en juillet 1946. Après la disparition de Paula Weldon, la région de Bennington reprend une vie normale. Les années défilent et rien ne se passe jusqu'au 1er décembre 1949. Nous sommes 3 ans, jour pour jour, après la disparition de Paula. James Tedford, âgé de 65 ans, est un vétéran des 2 guerres mondiales qui réside à Bennington, dans la maison des anciens combattants. Ce 1er décembre 1949, James rend visite à des proches à St. Albans, au nord-ouest du Vermont, puis il prend un bus pour rentrer chez lui. Pour revenir à Bennington, le bus emprunte l'US Highway numéro 7 qui longe la forêt nationale dans le Green Mountain et la route passe très près du mont Glastonbury. Habituellement, le temps de route est de 8 heures, mais cette fois-ci, il sera plus long car il a neigé. À l'arrêt précédent, celui de Bennington, James est vu dans le bus par 14 témoins. Mais étrangement, une fois arrivé au terminus, James n'est plus à bord. A priori, Tedford a disparu pendant que le bus roulait jusqu'au terminus. Le plus troublant, c'est qu'on a retrouvé ses affaires sur le porte-bagages et même les horaires du bus sur le siège à côté du sien, comme s'il avait disparu soudainement pendant le trajet. Les passagers ont même précisé qu'il était en train de dormir et le conducteur du bus a déclaré n'avoir aucune idée de ce qui a pu se passer. L'affaire a beaucoup fait parler, mais aucune trace de James n'a été retrouvée depuis ce jour. Tedford n'a pas disparu dans la nature comme les autres, mais il reste intriguant. Un homme qui s'évapore au milieu d'un bus en mouvement, ça ressemble à un épisode de la 4e dimension. Ça paraît être la théorie la plus logique. Il a combattu durant les 2 guerres mondiales, il souffrait probablement de stress post-traumatique. Sachant qu'il avait perdu sa femme, peut-être qu'il était dépressif. Il est peut-être descendu très discrètement pour se laisser mourir dans la nature, mais aucun corps n'a été retrouvé. Peut-être que les témoins oculaires se sont trompés. La maison des combattants a signalé sa disparition qu'1 semaine plus tard. Mais le fait que cette disparition soudaine arrive 3 ans jour pour jour après celle de Paula Weldon est extrêmement troublant. 12 octobre 1950. Monsieur et Madame Jetson travaillent comme gardiens d'une décharge à Bennington. Ils ont un fils de 8 ans qui s'appelle Paul. Ce 12 octobre 1950, dans l'après-midi, Paul accompagne sa mère qui va s'occuper de cochons. Madame Jetson demande à son fils de l'attendre dans le pick-up le temps qu'elle aille changer les animaux d'enclos. Mais quand elle revient au pick-up, Paul n'est plus là. Il portait un manteau rouge comme Paula Weldon. La police et les pompiers de Bennington se mobilisent rapidement pour retrouver l'enfant. Le secteur est ratissé, mais il commence à pleuvoir, la météo se dégrade et ce qui complique les recherches. Pourtant, on met de gros moyens dans cette affaire. On fait venir le meilleur chien de la police de l'état voisin. Le chien très expérimenté retrouve l'odeur de Paul sur la route. Il remonte sa piste olfactive sur plusieurs kilomètres vers le nord et perd brutalement son odeur à l'intersection 10 de Chapel Road. Peut-être la faute de la pluie, mais impossible de l'assurer. Un point troublant, Paul serait passé au même endroit que Paula Weldon et l'enfant est resté introuvable et rejoint les autres dossiers troublants du Vermont. Ses parents auraient donné son corps au cochon pour le faire disparaître. Les porcs sont capables d'engloutir entièrement un être humain. À cette époque, cette méthode est beaucoup utilisée par la mafia en Italie. Mais cette théorie semble peu probable, puisque sa piste olfactive disparaît après plusieurs kilomètres sur la route, et vous allez comprendre pourquoi ça change la donne. Paul serait descendu de lui-même du pick-up, sa mère aurait sans doute entendu des cris sinon. Pour une raison inconnue, Paul aurait marché vers le nord et arrivé à cette intersection où sa trace olfactive s'arrête, un pervers l'aurait kidnappé à bord de son véhicule de force ou par la ruse. Mais certains détails demeurent assez étranges.
M. Jepson a déclaré que les jours précédant sa disparition, son fils était obsédé par le mont Glastonbury. Il répétait sans cesse vouloir aller dans la montagne et c'est bien la direction qu'il a prise. En plus de la ressemblance du prénom, Paul, Paula, il y a une triple connexion entre Paul Jepson et Paula Weldon. Pour commencer, ils sont passés sur la même route avant de disparaître. Ensuite, ils ont disparu dans le même créneau horaire entre 15 et 16 heures. Et pour finir, ils portaient tous les deux un manteau de couleur rouge. 16 jours plus tard, le 28 octobre 1950. Frida Langer, une femme de 53 ans, campe en famille près de Somerset, au nord-est de Bennington. Habituée des lieux, Frida aime camper en plein air et sait manier des armes à feu. En milieu d'après-midi, ce jour-là, Frida part se promener en forêt à proximité du réservoir de Somerset, un lac artificiel de la région avec son cousin Herbert. Son mari Max ne les accompagne pas parce qu'il a un problème de genou. Alors qu'elle essaye de traverser un ruisseau à 800 mètres, Frida glisse et tombe à l'eau. Elle est trempée et demande à Herbert de l'attendre le temps qu'elle aille se changer en lui assurant qu'elle n'en a pas pour longtemps parce qu'elle va emprunter un raccourci à travers les bois. Son cousin accepte, il est 15h50 quand elle part. Herbert attend quelques dizaines de minutes, mais comme elle ne revient pas, il repart au campement. Max, son mari, ne comprend pas car son épouse n'est pas ressortie des bois et personne ne l'a revue. Les autorités sont vite saisies et encore nerveuses de l'affaire Paul Jepson 2 semaines plus tôt, elles mettent le paquet. D'énormes moyens sont déployés, on utilise des hélicoptères, des hydravions et on fait aussi venir tous les effectifs possibles. 400 personnes en ligne, épaule contre épaule, arpentent la zone. Pour la première fois, on met en place un système de double vérification. Quand une équipe inspecte un premier secteur, une deuxième prend le relais et contrôle à nouveau. Mais aucun corps ne sera retrouvé et on abandonne les recherches. Pendant ce temps, la police enquête sur tous les proches de Frida qui sont rapidement blanchis de tout soupçon. Ils sont tous passés au détecteur de mensonges, une méthode ultra moderne pour l'époque, et l'affaire comme les autres reste non élucidée et 7 mois passent. Mais le 12 mai 1951, les chasseurs trouvent le corps de Frida dans un champ herbeux bien visible près du barrage du réservoir de Somerset. Le corps est autopsié, mais vu son état de décomposition avancé, les légistes sont incapables de déterminer la cause du décès. Le problème est que le corps de Frida a été retrouvé dans une zone qui a été ratissée 5 fois en 1950 et il n'était pas là. C'est impossible que les secouristes l'aient raté et un mystère qui n'a jamais été résolu. Clairement, c'est la théorie qui semble de très loin la plus probable. L'explication serait que quelqu'un l'ait assassiné et s'est simplement débarrassé de sa dépouille 7 mois plus tard. Ces 5 disparitions sont restées non élucidées par les autorités et personne n'a jamais eu de réelle explication. Ces affaires sont peut-être toutes liées, mais c'est quand même troublant de noter pas mal de similitudes. La zone restreinte de toutes ces disparitions en seulement 5 ans est le créneau horaire entre 15h et 16h. On surnomme aujourd'hui cette zone Triangle de Bennington qui relie les villes de Somerset, Whitford, Shaftesbury et évidemment Bennington avec son centre, le mont Glastonbury. Ce secteur des États-Unis restera une énigme pour toute l'Amérique et certains n'hésitent pas à dire qu'il y aurait une force dans cette région et d'autres pensent à un tueur en série qui s'y cacherait. Vous avez désormais tous les éléments entre vos mains pour faire votre propre enquête, n'hésitez pas à donner votre avis sur la question dans les commentaires. Ça permettra de débattre ensemble et d'échanger nos idées. Je vous laisse un lien dans la description d'un très bon livre de Lionel Camille qui parle de plusieurs disparitions mystérieuses dans la nature, dont celle-ci. Je tiens aussi à remercier Newer qui m'a offert tous les éclairages du studio que vous voyez à l'écran. Pareil, je vous laisse les liens de mon matériel en description. C'est la fin de cet épisode d'Enigma, et si cette affaire vous aura intrigué tout autant que moi, laissez un pouce bleu et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour recevoir la notification lors de la sortie du prochain épisode qui sera tout aussi troublant. Merci pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous pour une autre affaire très étrange.